puis les autres rejoindront s'il y a des gens en route. Alors, merci à tous là pour votre présence. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle un petit peu le format d'organisation. Donc là, on est sur un webinaire enregistré. Donc, il y aura un replay disponible après sur la chaîne YouTube de Formabad, donc dans les jours qui suivront. Vous avez, vous, un moyen de communication avec nous via le chat. Donc, de bien veiller à cliquer sur « Envoyer à tout le monde ». Vous avez envoyé à tes panélistes, donc ça c'est pour envoyer à nous 5 ou envoyer à tout le monde pour que l'ensemble des participants voient les questions ou les interactions entre vous. Donc je vais faire l'introduction. Donc avant là, on va juste se présenter un petit tour de table. Donc moi là, je suis Vincent Legras, donc l'ancien référent emploi au sein de la fédération. Donc je suis conseiller technique national. Et je suis désormais sur le secteur territoire en tant que référent des ligues. Julien? Oui, donc Julien Pourcelot, je suis arrivé à la fédération il y a presque un mois tout pile et je prends les missions de Vincent en tant que… Enfin, oui, les missions de Vincent en tant que référent emploi. Bonsoir, je vais y aller, Jean-David Monet, je suis le directeur général du Cross Provençal Côte d'Azur. Maurice Papico, directeur général du Cross Bourgogne-Franche-Comté. Et Simon Berlinger, chef de projet sur la plateforme Meeting Sport. Merci. Alors, je vais vous partager l'introduction. Donc, l'idée, je vais vous recontextualiser un petit peu l'idée de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de vous rappeler qu'on part, nous, du Centre ressources fédéral sur l'emploi au sein de la fédération. Donc, nous animons un réseau là, de 12 référents emploi que vous voyez affiché. Et nous avons une page dédiée sur le site fédéral avec différentes ressources webinaires et notamment un outil de gestion RH. Et donc, depuis juin, c'est Julien Pourcelot qui reprend ces missions-là avec la coordination des 12 référents de l'emploi régionaux. Alors, ce qui a amené à ce webinaire, c'est que sur le Centre ressources fédéral, on s'est beaucoup attaché à la gestion des ressources humaines sur les dernières années. Et donc, on a identifié à notre niveau, à la fédération, 3 niveaux. Donc, un premier niveau, avec la mise à disposition de ressources. Donc, vous avez une ressource humaine. Donc, c'était moi par le passé, désormais, c'est Julien. Vous avez le réseau des référents régionaux emploi que vous avez vu sur la cartographie, que vous pouvez contacter au sein de vos régions. La fédération prend en charge l'adhésion au Cosmos, donc annuel, de toutes les structures employeuses, donc que ce soit club, comité ou ligue. Et donc, on a produit quelques webinaires autour de l'emploi, notamment sur la modulation et la gestion du temps de travail. Dans un deuxième niveau, on a développé un outil Excel de gestion RH, donc qui est disponible sur le site fédéral. Donc, un outil assez élaboré pour gérer la modulation et le reporting horaire. Et puis là, sur un troisième niveau, donc on a collaboré auprès de Meeting Sport avec le consortium de Cross qui va vous être présenté. Donc, on a travaillé maintenant depuis 1 an et demi sur des temps partagés pour intégrer quelques modules qui nous semblaient essentiels. Et donc, on a décidé de présenter ça en conseil exécutif et d'assurer la promotion de cet outil de gestion RH en ligne, puisqu'il existe de nombreux outils, mais ça nous semble être le plus adapté à nos structures club, comité et ligue, que ce soit pour des directeurs de ligue jusqu'au président employeur de club. Donc, c'est ça ce qui nous amène à cette présentation de ce soir. Peut-être que certains ont déjà vu les présentations en région faites par les Cross. Et donc là, c'est la session gérée par la fédération. Au niveau du format, donc je vais laisser les 3 intervenants présenter. Alors, habituellement, on est plutôt sur une phase de questions-réponses à la fin. Là, comme le sujet est assez technique et que plusieurs modules vont s'enchaîner, vous n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat et les 3 intervenants auront une interaction directe, donc soit par écrit ou vous répondront
sur les modules, puisque là, ce sera trop compliqué de revenir au bout de la présentation sur des questions en amont. Donc là, on va faire au fil de l'eau. Ce n'est pas notre habitude, mais on va s'adapter à la meilleure façon de présenter l'outil. Donc Simon, Jean-David, Boris. Oui, c'est moi qui vais démarrer rapidement, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire d'E-Team Sport. E-Team Sport, c'est on va dire une rencontre entre 5 directeurs de comités olympiques, 4 directeurs de cross, un directeur de GDOS, qui partageaient le même constat et les mêmes besoins, surtout en matière de structuration de nos missions en matière de RH. On a fait le constat ensemble qu'on avait besoin d'un outil et qu'on partageait ce besoin. On a rencontré la société Abila et Simon. On lui a exprimé notre besoin et on a commencé à travailler il y a maintenant un peu plus de 2 ans, tous ensemble, à la création de l'outil E-Team Sport qui va vous être présenté tout à l'heure. Si je vous raconte un peu notre vie professionnelle, c'est pour vous expliquer que cet outil, il a été pensé par le consortium donc des 4 cross, le cross Bourgogne-Franche-Comté, le cross Occitanie, le cross Nouvelle-Aquitaine, le cross Provence-Alpes-Côte d'Azur et le GDOS du Tarn, pour répondre aux besoins qu'ils ont au quotidien dans le cadre de leur métier et de la structuration de l'emploi. Et très rapidement, on s'est aperçu que c'était un outil qui fonctionnait bien, un outil qui permettait d'accompagner les ligues, les comités, les clubs, les cross et les GDOS dans la structuration de l'emploi et dans la gestion de l'emploi et de la relation employeur et salarié au quotidien. Donc, on a continué à le développer et à l'ouvrir surtout à l'ensemble des structures du mouvement sportif, à l'utiliser, hein, puisque Boris et moi-même, on l'utilise maintenant tous les jours depuis plus d'1 an et demi. Et c'est vraiment un outil créé par le mouvement sportif. Et surtout pour le mouvement sportif. Donc aujourd'hui, on le présente à la FEDEDBAD et à ses structures. On travaille aussi de façon très étroite avec la Fédération française de judo, avec de très nombreux clubs et structures sur la France entière, hein, puisqu'on a un certain nombre de structures qui l'utilisent déjà. Et on espère qu'il vous servira, vous aussi, très très bientôt pour structurer la relation employeur-salarié et pour vous faire gagner du temps au quotidien dans votre gestion RH. Je n'irai pas plus loin et je vais tout de suite passer la parole à Simon pour entrer dans le vif du sujet. Merci de cette belle présentation. Alors, je vais partager mon écran. OK. Donc, la plateforme E-Team Sport. C'est une plateforme que nous éditons sur la partie technique, puisque la partie fonctionnelle, comme a dit Jean-David, est pilotée par les cross et GDOS. Pour nous présenter rapidement, nous sommes une société française basée à Aix-en-Provence. Tout ce qui est accès aux données, etc., reste en France. Nous avons des serveurs en propre sur une filiale de Free qui est autour de Paris, y compris pour les sauvegardes. Nous n'avons pas de sous-traitants et nous ne faisons pas d'exploitation commerciale des données. Ces données sont uniquement dédiées à votre utilisation. La plateforme est disponible donc via une connexion Internet, tout simplement, une boîte de login avec un compte personnel et on arrive sur l'écran que je vous présente, qui est l'écran utilisateur. Donc ça, c'est l'écran d'accueil qui est contextuel en fonction du paramétrage de votre dossier. Donc ici, on va par exemple avoir des graphiques qui représentent les volumes annuels d'heures ou jours déclarés. Donc si vous n'êtes pas annualisé, vous n'avez pas ces graphiques, etc. etc. Ici, vous avez les menus sur la partie gauche. Donc pour tout ce qui est ergonomie, on respecte la norme Google, ce qui permet d'avoir des positions sur les boutons ou sur les écrans qui, même si vous ne les reconnaissez pas, vous sont assez familières, puisque Gmail, YouTube, toutes ces plateformes-là utilisent les mêmes, et d'avoir une facilité d'utilisation, puisque par exemple, pour créer un ordre de mission, note de frais ou n'importe quel formulaire dans le site, en vous connectant, en 4 clics, vous pouvez émettre une demande via le site. Donc, une simplicité quand même de prise en main et d'utilisation voulue via la plateforme. Ici,
vous êtes là marqué en tant qu'utilisateur. Et pour la présentation, je vais donc utiliser un rôle directeur qui est un rôle d'encadrant. Donc, le rôle directeur va avoir tout ce que l'utilisateur voit et plus encore, puisque lui, il va avoir des fonctionnalités d'encadrant. Donc, le premier écran qui est important, c'est la partie graphique ici, puisque la logique de la plateforme, c'est que le salarié crée une demande et cette demande elle est automatiquement placée en attente. Donc, ça, c'est valable pour tous les modules. Chaque module fonctionne comme ça. On crée une demande, elle est placée en attente de traitement, validée, refusée, annulée. Mais elle apparaît ici dans ce graphique, ce qui veut dire que si dans votre équipe, des demandes ont été faites d'absence, de congé ou autre, ici, vous avez le nombre de demandes à traiter dans votre équipe. Donc, avec ce graphique-là, vous savez immédiatement si vous avez des demandes de votre équipe à traiter, donc en gros, en tant qu'encadrant, du travail à fournir. Ici, sur le menu de gauche, vous allez avoir les équipes. Donc, c'est le premier écran qu'on va présenter. Accès à vos équipes. Donc, sur cet écran synthétique, donc on est sur une version de démo où il y a beaucoup de choses. Après, chaque structure utilise les modules qu'ils souhaitent. L'intérêt de cet écran, c'est d'abord d'avoir la liste de vos équipiers et surtout d'avoir une vue synthétique sur l'état des compteurs qu'ils ont. Donc, combien ils ont d'heures sup, combien il y a de compteurs congés en cours, combien il reste de jours ou d'heures à faire sur le contrat annualisé. Voilà, ça vous permet en un clin d'œil d'avoir une vue sur l'ensemble de votre équipe. Ici, on voit qu'on peut créer, ajouter des utilisateurs et surtout, export Excel, toute donnée qui est saisie dans l'application est exportable en Excel. Donc, vous pouvez exporter en Excel toutes les données que vous rentrez dans la plateforme. Ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont vos données, donc vous en disposez comme bon vous semble. Donc après, en tant que directeur, je peux rentrer dans un dossier et je vais avoir la liste des modules activés. Donc là, je suis en démo, j'ai tout qui est activé de la structure, donc qui sont utilisés par la structure. On va avoir donc des ordres de mission, des notes de frais, et on va commencer donc par la fiche personnelle, qui est les renseignements personnels de la personne. Donc ces renseignements-là sont quasiment tous obligatoires parce qu'ils servent au registre du personnel si vous faites des exports Excel, tout simplement. Donc, des choses assez simples. Vous avez le pendant qui est la fiche professionnelle. Fiche professionnelle, donc avec les types de contrats, fiche de poste. Donc, si vous avez les fiches de poste numériques, vous pouvez déposer la fiche de poste ici pour qu'elle soit accessible. Et le troisième écran qu'on voit, c'est le paramétrage. Donc, pourquoi je vous présente ces trois premiers écrans? C'est que lorsque vous voulez ajouter un utilisateur et lui donner accès à la plateforme, vous devez remplir ces trois écrans-là. Une fois que ces trois écrans-là sont remplis, l'utilisateur est prêt à utiliser la plateforme. Donc, une fois qu'on connaît un petit peu les champs, il faut compter à peu près 10 minutes de paramétrage par utilisateur pour que ce soit prêt à utiliser. Cet écran-là est le plus technique, entre guillemets, puisqu'ici, on va retrouver les compteurs de la personne, si il est éligible RTT, son régime de congé, ses jours de la semaine travaillés, la valeur du kilomètre. Donc là, on est bien dans le dossier de Clarisse, donc c'est son paramétrage à elle. Donc elle a une valeur de kilomètre qui peut être différente de son collègue. Donc là, elle a une valeur de 0,35, ce qui fait que dans la note de frais, si elle tape des kilomètres, elle a automatiquement la valeur numéraire qui est calculée. Ici, c'est la partie annualisation, si elle est annualisée en jours ou en heures. Et si après, on a des options de CET, ça se trouve ici aussi. Donc voilà. Donc ces trois écrans-là, une fois qu'ils sont remplis, on est prêt à utiliser. Qu'est-ce qu'on retrouve après comme autre module? Le groupe documents. Donc les documents, ce sont toujours, je répète, les documents de Clarisse. Donc ça va être des bulletins de salaire, des avenants de contrat, des notes de service, peu importe. On parle ici de coffre-fort numérique, donc c'est conservé, accessible à tout moment. Et je reviendrai un petit peu sur les options des documents, sur les évolutions à venir. Le bulletin de salaire, une fois qu'il est déposé, le salarié reçoit un mail automatique de mise à disposition. C'est le seul mail qu'on envoie sur la plateforme. On va avoir en module général les ordres de mission. Donc ici, on voit bien la nomenclature que j'ai évoquée tout à l'heure. Ajouter ici les demandes qui sont placées en attente et le enregistrer à droite avec le formulaire au milieu. Tous les modules se composent de la même façon, visuellement, ergonomiquement. Donc, la prise en main est la même pour tous les modules de l'application. Les ordres de mission, c'est quoi? C'est pour gérer tout ce qui sort du cadre du contrat du travail. Donc, par exemple, un administratif qui est censé être au bureau de 9h à 17h, s'il doit se déplacer pour un AG, faire du télétravail qui n'est pas prévenu dans un avenant,
Voilà. Quelle que soit la raison pour laquelle il ne serait pas au bureau, mais dans son temps de travail, doit faire l'objet normalement d'un ordre de mission. Un, pour l'autorisation de la structure de la personne à se déplacer, et deux, pour tout ce qui est assurance d'un côté comme de l'autre, pour être couvert. Donc, s'il doit prendre un véhicule de la structure ou son véhicule personnel, se rendre à une AG, faire un achat, peu importe, télétravailler à la maison et être couvert par les assurances du travail. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va avoir toutes les déclarations d'ordre de mission. Donc ça, comme dit tout à l'heure, l'intérêt, c'est que les salariés produisent les demandes. Si un salarié, pour un module quelconque, oublie de faire la demande ou il est dans l'incapacité de la faire, vous, en tant qu'encadrant, vous pouvez générer l'ordre de mission, le congé, peu importe, à la place du salarié. Ça, c'est pas gênant. Vous pouvez vous substituer à lui quand vous le souhaitez. Les notes de frais, donc toujours pareil, hein, on a le ajouter, placer en attente. Donc les notes de frais, c'est très simple. On a date, des champs à remplir, les montants et le justificatif. Donc une dépense, un justificatif. Et toujours pareil, on peut ajouter, sur une note de frais, on peut ajouter jusqu'à 10 dépenses dans la note de frais. Les absences, il est plus simple, on va commencer par celui-là. Les absences, c'est une absence liée à un CERFA. Donc, ça va être du Covid, de la grossesse, d'un accident du travail, arrêt maladie. Donc là, c'est vraiment pour produire un intervalle de date avec un certificat officiel qui justifie l'absence. Les congés, les récup, on va avoir d'une part les congés. Donc, congé, date de début, date de fin, et le compteur à utiliser. Donc, là, ici, vous allez avoir, suivant les périodes de l'année, des compteurs disponibles en CPN et des compteurs disponibles en CPN-1. Vous pouvez déposer une demande qui porte sur l'un ou l'autre des compteurs à votre convenance et après à être accepté ou non par la structure. Donc là, quand vous allez poser des dates, ça va vous calculer automatiquement la durée et la demande avec les disponibles ici. Donc là, par exemple, sur le N-1, je ne pourrais pas pouvoir la poser. Par contre, sur le N, hop, je vais pouvoir la poser parce que j'avais 17,5. Pour les récupérations, on va avoir deux types de récupération. La première, c'est la demande. Donc, ça veut dire qu'un salarié va faire une AG, il va travailler 2 heures de plus en dehors de ses heures de travail. Donc, ça veut dire qu'il va faire une demande de récupération d'heures pour faire créditer son compteur d'heures supplémentaires. Ce module, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser en autorisation, c'est-à-dire que dans la façon d'utiliser à vos salariés, ça c'est valable par structure, hein, vous pouvez dire, moi, si tu dois faire des heures sup, tu me fais une demande en amont, et si elle est autorisée, tu vas faire tes heures sup. Si ça se passe bien dans votre structure et qu'il n'y a pas besoin de faire les demandes en amont, vous pouvez laisser libre les salariés de faire les heures sup. Une fois qu'elles sont faites, ils vous font la demande d'heures sup. Mais étant donné qu'elle a déjà été réalisée, vous ne pouvez que la valider. Vous ne pouvez plus, du coup, la refuser, étant donné qu'elle a déjà été faite. Donc ça, c'est libre d'utilisation. C'est la façon d'utiliser l'outil qui fait qu'on va demander en amont ou non la demande de récupération. Donc, si j'ai travaillé, je vais indiquer les bornes horaires sur lesquelles je vais travailler. Et donc là, je vais créditer mon compteur d'heures sup de 1 heure. Après, on va retrouver des champs liés à la CCNS qui sont les temps de trajet, donc on crédite à hauteur de 10%, et les différentes majorations qu'on peut appliquer. Donc là, lors de la création, les salariés peuvent rentrer des majorations ou autres s'ils sont au fait de la majoration appliquée. Vous, une fois que vous avez la demande en attente, avant de la valider, vous pouvez aller modifier ce que le salarié a rentré s'il a oublié ou s'il s'est trompé, par exemple. Dans le cadre des récupérations, on va avoir le pendant, qui est la prise, c'est-à-dire le salarié qui s'absente le vendredi après-midi. Et donc là, pour le coup, on va avoir pareil sur le bornage horaire, mais on va aller débiter dans le compteur d'heures supplémentaires l'absence du salarié. Et donc ici, on va retrouver les heures sup demandées. Pour tous ces modules, en tant que directeur, vous allez avoir des raccourcis ici. Donc, ils sont tous sur le même format, c'est-à-dire à valider liste. C'est-à-dire que ici, quand vous cliquez sur à valider, vous allez retrouver toutes les demandes en attente qui ont été faites pour ce module dans votre équipe et vous allez pouvoir les valider ou les refuser unitairement ou toutes d'un coup si vous savez de quoi ça parle et que vous êtes OK avec ça. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours cliquer sur le crayon
et vous obtenez le détail que vous pouvez valider ou refuser, toujours pareil. Si je reviens sur le graphique du début, ici, on avait des demandes en attente dans notre équipe. Si vous cliquez dans le graphique, vous atterrissez automatiquement dans le « à valider » que je viens de vous présenter. Donc, vous, en tant qu'encadrant, avec ce graphique-là, juste en cliquant, vous allez atterrir directement sur les écrans à valider. Et du coup, en quelques clics, vous pouvez faire les validations des demandes qui ont été faites. Le list, donc toujours par module, c'est l'intégralité des demandes qui ont été faites sur ce module, quel que soit le statut. Refusé, validé, en attente, peu importe. C'est l'historique complet. Donc, quand vous voulez chercher une demande qui a été faite, soit vous savez le module et vous pouvez passer par là, soit vous allez directement dans le dossier de la personne et vous allez consulter les demandes qu'elle a faites. Ça, c'est au choix. Ce sont des raccourcis d'utilisation. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a déjà balayé pas mal de modules. Non, pas pour le moment, Simon. Pas pour le moment. Formation. Donc, on va pouvoir avoir, alors ça, c'est un module qui est en train d'être déployé. On va pouvoir avoir une gestion des historiques de formation, donc une formation qui va être émise par le salarié ou par la structure, qui va être piochée dans un petit référentiel qui est constitué au niveau de la structure. La date de la demande, par défaut, elle va être placée en attente. Si finalement elle est abandonnée, on va avoir un motif d'abandon. Si elle est planifiée, on va avoir un certain nombre de champs à remplir. Et ici, par exemple, ces 3 champs sont uniquement visibles par la structure, sur lesquels on peut remplir s'il y a une subvention, le coût, l'organisme. Et une fois par contre qu'elle est réalisée, on va essayer de demander un feedback sur l'utilisateur qui a réalisé la formation, histoire de pouvoir mémoriser un petit peu ce qu'il en a été dit et puis pour les redéployer par la suite. Tous ces modules nous servent à faire quelque chose, nous servent à faire le planning équipe. C'est-à-dire que dans ce planning équipe, on va faire une remontée de toutes les informations qu'on a de ces modules et on va les afficher ici. L'intérêt de la plateforme, au travers de cet écran, mais de quasiment tous les modules qu'on a vus, c'est que le salarié voit pratiquement tout ce que voit le directeur. La différence, c'est que lui ne peut pas modifier ou valider les demandes. Donc, par exemple, sur ce planning, le directeur, lui, le voit. Les salariés voient le planning de la même façon que je suis en train de vous le présenter avec les couleurs et les collègues. La différence, c'est que le directeur, lui, peut cliquer dans une case pour avoir le détail, alors qu'un salarié, lui, ne peut pas cliquer. S'il clique, il ne se passe rien, il a juste les codes couleurs. Donc ça va permettre que si quelqu'un dans l'équipe doit organiser une réunion en présentiel avec l'ensemble de l'effectif, par exemple, on va pouvoir aller voir un jour où tout le monde est présent. Puisqu'à chaque fois, on va retrouver donc les codes couleurs par module et un dégradé. Le dégradé, ça sert à ce que, par exemple, ici, on a la couleur plus foncée sur le bleu. Ça veut dire que la demande elle a été validée. Si elle avait été un peu plus claire, ça veut dire que la personne elle a émis le souhait d'être en congé, mais ce n'est toujours pas validé. Donc, dans le cas d'organisation, ça peut être rediscuté au sein de la structure puisqu'elle n'a pas été encore validée. Voilà, donc ça, c'est le partage d'informations et la diffusion d'informations au sein de la structure. Pour les contrats annualisés, on va avoir 2 phases distinctes. On va avoir la phase qui concerne la structure, avec le planning prévisionnel, et la phase qui concerne le déclaratif, qui concerne le salarié. Donc, concernant la structure, le planning prévisionnel. Donc là, on est sur un planning prévisionnel en heures. Je vous montrerai le pendant en jours, mais la seule chose qui change, c'est l'unité de temps. On va avoir des demi-journées au lieu d'avoir des heures. Ici, on va avoir le nom de la structure avec le total positionné en volume par mois et sur l'année. Donc, le planning prévisionnel, il a pour but de placer le volume horaire. On ne parle pas de contenu, mais juste de savoir tel jour, je commence à telle heure, je finis à telle heure, et je reprends à telle heure, je finis à telle heure. Donc, on est sur une précision au quart d'heure. Donc là, ça permet à la structure de dispatcher le volume horaire par mois sur les 12 mois et par semaine et jour sur chaque mois. Donc, de positionner son volume horaire un peu en gardant une marge pour pouvoir affiner au fil de l'eau après, au fil de la consommation. Mais l'intérêt est de pouvoir savoir si on travaille un lundi, un dimanche, si on commence à 8 h, à 10 h ou peu importe. Donc, si je vous montre le pendant en jour,
ça va être exactement la même chose. Alors là, c'est avec des couleurs parce que j'ai pris un dossier partagé en GE. On va prendre un dossier classique. Hop là. Voilà. Donc là, en demi-journée, on est en journée, demi-journée. Et donc, on sait qu'on travaille à 4 jours, 72 sur l'annuel. Bon, ça, c'est des jeux de démos avec des données pas forcément complètes. Mais la personne sait qu'elle va travailler le 7, le 8, le 12 et le 7. Si je reviens sur mon dossier de Clarisse et que je prends le pendant, c'est le déclaratif. Alors là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est des informations très utiles. Et donc, je redis, comme j'ai dit tout à l'heure, ces écrans-là, par exemple, la structure et le salarié voient exactement les mêmes types de données. On n'a pas de données différentes. Ces deux graphiques-là, c'était les graphiques qu'on retrouvait, si je reviens sur ma page d'accueil en tant qu'utilisateur, ici. Donc, ce sont vraiment des graphiques qu'on met en avant parce que c'est utile dans le suivi quotidien. Donc, ici, vous allez retrouver le nombre d'heures restantes à faire sur vos 12 mois. Donc, vous aviez commencé à 1545, je crois, de mémoire. Donc, à chaque fois que vous allez faire une déclaration, ce compteur va diminuer. Au bout de 12 mois, il doit arriver à 0. Après, vous allez retrouver deux graphiques. Donc, la partie violette, qui est en barre ici mensuelle, c'est le cumul que vous déclarez en tant que salarié, ou que le salarié a déclaré. Donc là, on sait qu'elle a déclaré 74 heures, 50, 50, etc. Ici, c'est le cumul annuel. Donc, on sait qu'au fur et à mesure, ça doit arriver à 1500. La partie bleue, c'est les volumes horaires qui ont été présentés par la structure dans le planning prévisionnel. Donc ça veut dire que la structure avait prévu que la personne travaille 80 et elle a travaillé 74. Donc ça veut dire qu'il y a un reliquat de 6. Par contre, s'il y a une compétition qui se rajoute ou une activité supplémentaire, on va avoir la partie violette qui va dépasser cette prévisionnelle. Et donc, si ça se répète trop souvent, à mi-chemin, il va falloir faire des réunions avec la structure en faisant le constat qu'il y a eu plus d'heures consommées que le prévisionnel et il va falloir réajuster le prévisionnel sur la suite de l'année. Donc ça, c'est vraiment un outil pour pouvoir avoir en temps réel un suivi et savoir où on va entre la structure et le salarié. Et idem, pareil, sur la partie cumul annualisé. Donc ça, que ce soit en heure ou en jour, les graphiques, ça ne change pas puisque c'est juste la valeur numérique qui va changer. Sur la partie déclarative, si je prends un exemple, est-ce que celui-là, il va être bon? Ouais. Vous allez avoir plusieurs façons de déclarer vos heures. À minima, vous devez déclarer pour une journée, une borne horaire, c'est-à-dire première partie. Après, on peut déclarer 2 parties et une plage horaire. C'est-à-dire que si, par exemple, le lundi, mardi, mercredi, j'ai fait exactement les mêmes horaires, je peux déclarer en une seule fois du lundi au mercredi. Donc, j'ai qu'une déclaration à faire sur les 3 jours. Si j'ai un jour particulier où j'ai fait deux demi-journées, ou si j'ai fait un entraînement matin, midi et soir, je vais rentrer un entraînement matin, midi et soir. Troisième façon de faire en raccourci, si un planning prévisionnel a été édité et que j'ai fait exactement ce que la structure avait prévu en planning prévisionnel, je peux directement valider ma semaine. Donc là, c'est pareil, un raccourci d'utilisation pour aller plus vite dans la déclaration. Et après, je retrouve l'intégralité de mes déclarations ici. Toujours pareil, exportable en Excel si on veut faire de la consolidation. Et voilà, c'est comme ça qu'on va gérer le déclaratif. Est-ce que là, j'ai des options qui sont activées? Je vais peut-être répondre à des questions et je vais regarder. Ah non, c'est bon, je les ai. Dans la partie déclarative, on a, donc ça c'est propre au forfait heure, les majorations qui peuvent s'appliquer de la CCNS, forfait nuitée, forfait accompagnant. Et ici, on va retrouver des tâches. Donc ça, c'est des champs optionnels. Si la structure a défini un référentiel de tâches, donc libellé code, hein, tout simplement, le salarié peut indiquer s'il a participé à une ou plusieurs tâches sur le créneau qu'il déclare. Donc ça permet sur certains projets ou autres de dire j'ai travaillé sur tel projet. Et pareil, toujours pareil après avec le reporting Excel, de pouvoir reconsolider au niveau des équipes les participations en termes d'heures ou de demi-journée pour les annualiser. Voilà. Donc ça, ce champ-là, il apparaît uniquement si un référentiel existe. S'il n'y a pas de référentiel, il n'apparaît pas. C'est un champ optionnel. Et je vais vous montrer le pendant en jour, du coup. Donc là, on retrouve exactement les mêmes graphiques. Hop, ajouter.
Voilà, donc là, on va pouvoir valider la semaine comme pour les heures, une seule journée ou plusieurs journées identiques, et journée ou demi-journée. Et pareil pour les tâches, si on a participé à une ou plusieurs tâches. C'est vraiment uniquement la partie unité de temps qui va changer. Ici, on retrouve le nombre de jours restants à faire, tout pareil. Simon, il y a une question. J'écoute. Audrey, alors, qui demande si, avec le statut d'entraîneur, ils ont des heures de préparation pour les séances d'encadrement qui se font en dehors des heures d'animation. Est-ce qu'elles sont intégrables directement ou faut-il les déclarer à part? Alors, je suppose que c'est pour les déclarations heures. En fait, quand on est en contrat annualisé, que ce soit en préparation ou en entraînement, c'est de l'heure consommée sur le contrat annualisé. Donc, si on a eu 2 heures de préparation le matin pour 2 heures d'entraînement l'après-midi, on va avoir les déclarations de 2 heures le matin et de 2 heures l'après-midi. Ça fera 4 heures sur la déclaration. Oui, par rapport à ta question, Audrey, Simon a présenté 3 blocs journaliers. Donc, tu peux très bien mettre les temps de préparation, par exemple, voilà, première partie, et puis après les heures d'entraînement en deuxième et troisième partie. Pas d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, après, concernant les structures, donc ça, c'est vraiment pour l'administration de la structure. Ici, on va avoir un petit document d'accueil. Donc, chaque structure a cette partie-là, communication, qui lui est propre et elle peut rentrer un petit texte qu'elle peut faire vivre dans le temps ou pas via cette interface. Les modules activés, donc ça, c'est l'ensemble des modules disponibles et chaque structure active ou non ce dont elle a besoin. Ça se fait en temps réel. Hein, au moment où vous en avez besoin, vous activez ou vous êtes désactivé. Le référentiel des tâches dont j'ai parlé tout à l'heure, que chaque structure peut créer à sa guise. Et ici, un module de bulletin de salaire. Donc ça, si vous avez 10 salariés, par exemple, vous allez déposer en fin de mois ou en début de mois les 10 bulletins de salaire au format PDF. Vous cliquez sur « Suivant » et vous allez obtenir la liste des 10 bulletins de salaire que vous avez envoyés sur l'applicatif, avec en face la liste de vos salariés pour faire correspondre le bulletin de salaire à un salarié. Et lorsque vous validez, on va aller distribuer l'ensemble des bulletins de salaire que vous avez mis dans les documents de chaque salarié et on envoie le mail de mise à disposition. Donc, ça permet de distribuer les bulletins de salaire au sein de l'équipe de manière un petit peu automatisée. Je reviens là. Ici, petit module de support. Donc ça, c'est pour créer des tickets, questions, problèmes, bugs, etc. Qui sont remontés aux équipes de support et au consortium. Ce module-là, c'est le seul module de l'applicatif qui est partagé avec tous les directeurs de structure. Ça sert aussi de FAQ. Donc ça, c'est quand vous posez une question, l'ensemble des directeurs les voient. Donc s'ils ont la même question que vous, ils peuvent voir la réponse qu'on a apportée dedans. Et le pendant chez l'utilisateur, puisque lui, il n'a pas accès au support, c'est les tutoriels. Donc en fait, nous, on ne maintient pas de documentation écrite. Par contre, à chaque fois qu'on nous pose une question sur comment je peux faire telle action, on va créer une petite vidéo disponible sur YouTube du cheminement pour y arriver. Donc, à partir de la page d'accueil où je dois cliquer pour aller faire telle action. Et au fur et à mesure, on enrichit la bibliothèque de petites vidéos de 20-30 secondes pour pouvoir avoir toutes les réponses aux questions. Je vois qu'il y a eu des questions. Oui, il y a… Je ne sais pas où on en était dans les questions, peut-être. Il y a une question à laquelle Vincent a répondu concernant les blocs, la définition des blocs de préparation, puisqu'ils sont personnalisables, comme tu l'as expliqué. Non, il y a une question de M. Pepagnier. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des statistiques sur le détail des tâches? Celles-ci répondent-elles à une nomenclature ou sont spécifiques à chaque salarié? Est-il possible d'extraire le temps et le pourcentage, par exemple, d'intervention scolaire? Alors, comme dit tout à l'heure, sur Export Excel, vous pouvez exporter toutes les données. Donc, vous allez pouvoir exporter, par exemple, alors là, c'est la démo, ça y est pas, mais sur la plateforme, ça y est, les heures et les jours déclarés avec toutes les données qui sont dedans. Vous allez pouvoir
pour transmettre à la compta en fin de mois, exporter tout ce qui est l'absence, notes de frais, etc., pour les transmettre et faire l'établissement des bulletins de salaire. Après, pour ce qui est de la gestion des tâches, on est sur une gestion des tâches assez simplifiée. Alors, ça répond à plus ou moins l'utilisation, ça dépend après ce que la personne veut. Nous, ce qu'on peut faire dans l'applicatif, c'est créer un référentiel de tâches. Donc, tâches administratives ou ça peut être des projets, enfin ça c'est libre de création. Et après, le salarié, lui, peut déclarer la participation à une tâche. Donc, si sur son bornage horaire, il a déclaré une seule tâche, vous savez que c'est 100% de cette tâche qu'il a participé. Par contre, s'il déclare plusieurs tâches, s'il déclare qu'il a travaillé dans la journée sur 8h, 17h, ces 3 tâches-là, on ne va pas avoir la précision de la répartition des heures de son bornage par tâche. Ça, on va pas aussi loin, on ne va pas dans ce qu'on appelle de la GTA. Ou alors, après, s'il a 3 tâches, il peut déclarer 3 parties avec une tâche par partie. Voilà, c'est un peu dans l'utilisation et dans la pédagogie d'utilisation qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut, ou alors s'en rapprocher le maximum. Et après, par contre, si on a une tâche uniquement, lorsqu'on va faire l'export Excel, ben, on va avoir une colonne avec l'heure de début, une colonne avec l'heure de fin et une colonne avec la tâche à laquelle il a participé. Donc, du coup, ben, on peut reconstituer avec ses équipes les participants. En parlant de statistiques ou autre, je n'ai pas précisé, on a sur la plateforme ce qu'on appelle un tracking, c'est-à-dire que toute l'activité de la plateforme est enregistrée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une modification ou un ajout d'une donnée, on va sauvegarder l'horodatage, la personne qui fait la modification, la valeur de départ du champ et la valeur modifiée du champ. Donc, ça veut dire qu'on est capable à tout moment de remonter, en cas de contentieux, de bug, de peu importe la raison, on est capable de remonter dans le temps quelle était la valeur initiale et quand est-ce qu'elle a été modifiée, par qui et par quelle valeur. Et ça, c'est valable sur toutes les données de l'applicatif. Simon, il y a une autre question d'Audrey Legrand. Les dirigeants ont des obligations comme signer les feuilles d'heure ou la signature des feuilles de congé. Juridiquement, la validation sur l'application a-t-elle la même valeur ou faut-il imprimer les formulaires et les restituer aux salariés contre signature? Alors, justement, c'est le sujet d'actualité. Alors, ouais, ça va me permettre d'embrayer sur la suite après aussi, c'est très bien. Alors, le déclaratif des heures, donc cette partie-là, c'est une partie déclarative, c'est-à-dire que le salarié déclare la structure, à part si par exemple, on a eu le cas, une personne qui déclarait 8h, 17h avec sa pause dedans, ce qui fait qu'elle décomptait les 2 heures de pause dans ses volumes horaires. Là, la structure intervient en disant il faut que tu modifies tes horaires parce qu'il y a des erreurs de déclaration. Parce que ça, Mais la partie déclarative n'a pas à être validée par la structure. C'est une partie déclarative qui, en cas de contentieux, va être opposable à la partie prévisionnelle qui est fournie par la structure. La partie prévisionnelle, c'est uniquement la structure qui a la main dessus. La partie déclarative, c'est uniquement le salarié qui a la main dessus. Pour ce qui est des congés, quand vous validez une demande, donc il y a une demande en attente, nous, comme je disais, si je vais sur les congés à valider, à partir du moment où vous cliquez sur valider comme ça, on est capable numériquement, à tout moment, de remonter dans le temps et de dire, si vous avez plusieurs dirigeants ou directeurs, quelle est la personne, en quelle qualité, a validé telle demande à tel moment. Donc ça, on a une robustesse de la pérennité de la donnée, etc., qui nous permet de le remonter. Après, pour aller plus loin et dans les évolutions qui sont à venir sur 2022, on est en train de mettre en place les signatures électroniques par un tiers de confiance, qui sera YouSign. Donc là, on va avoir une signature électronique qui va nous permettre, par exemple, de faire signer des contrats, faire signer des avenants, faire signer, enfin, ça a la valeur juridique est reconnue comme une signature manuscrite. Donc là, vous aurez un encart précis dans l'applicatif pour pouvoir aller faire demander une signature électronique sur un point précis. Voilà. Sachant que c'est ça sera signé, voilà. On envoie chez YouSign qui est un tiers de confiance et qui fonctionne avec les filiales de la Poste, il me semble, numérique pour les certificats. Et après, eux, ça sera stocké chez eux et chez nous aussi. Donc, suivant les niveaux comment dire, attendus par la structure, puisqu'il y a des structures qui attendent des niveaux de validation plus ou moins importants, on aura toute la gamme pour couvrir les besoins.
Est-ce que j'ai bien répondu ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une petite précision toujours, tu sais, sur la déclaration par bloc, là, sur les journées, on te demande si on est limité à 3 ou si on peut en avoir plus, de manière à être très fin sur le nombre d'actions et de projets travaillés dans la journée. Alors, aujourd'hui, on a défini 3 parce que les utilisateurs nous ont dit qu'ils avaient besoin de 3. Après, c'est une partie qui est très chronophage. Donc, si on commence à avoir 5-6 bornages horaires dans la même journée, ça va devenir très lourd à faire du déclaratif comme ça. Sur les utilisateurs existants, on n'a jamais eu de remontée où on avait besoin de plus de 3 parties pour faire du déclaratif. Si ça nous remonte, on étudiera le fait d'augmenter le nombre, mais aujourd'hui, on est limité à 3. Et a priori, ça répond aux besoins. A priori, pas d'autres questions, Simon, pour l'instant. Je vais me servir de ce déclaratif pour, pareil, aller sur les évolutions en cours. On est en train de déployer des versions applicatifs mobiles, donc Android et Google, et iOS pour Apple. Donc, les applications mobiles, ça ne reprendra pas toutes les fonctionnalités de la version bureau, hein, qui est la version maître. L'application mobile, elle a vraiment pour but de créer des raccourcis d'utilisation. Donc, on va pouvoir avoir en lecture pratiquement la totalité de son dossier. On pourra télécharger ses documents, consulter ses congés, etc. Par contre, en création, c'est-à-dire en création de demande, on va pouvoir faire absence et notes de frais. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se servir de l'appareil photo du téléphone pour faire les justificatifs en photo, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir un scanner. Et les déclaratifs d'heure ou jour pour la déclaratif. Typiquement, un entraîneur qui n'est pas avec un ordinateur de bureau devant lui, il pourra faire sa déclaration via le mobile. Autre intérêt de l'applicatif mobile, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'envoie aucun mail via la plateforme, à part la mise à disposition du bulletin de salaire. Par contre, on se sert de l'application mobile pour faire de la notification push. Donc, au même titre que WhatsApp ou autre, quand un salarié de votre équipe va déposer une demande, vous allez avoir une notification qui apparaît en disant Boris Papico a fait une demande de congé de tel jour à tel jour. Et du coup, vous êtes informé, si vous le souhaitez, parce que du coup, vous pouvez mettre en silencieux ou autre la notification, l'activité de vos équipes. Voilà, donc ça, la version Google, elle est en cours d'utilisation déjà dans des cercles restreints d'utilisateurs pour validation. Et la version Apple, on travaille dessus sur les validations avec les stores. C'est très administratif pour mettre des applications dans les stores. Et donc, on travaille là pour que ce soit disponible pour la rentrée. Dans les nouveautés aussi qui vont arriver normalement fin d'année, début d'année 2023, on va avoir les entretiens annuels et entretiens professionnels. Donc on est en train de travailler sur ces processus-là. Donc, c'est en cours de discussion. Donc, je ne vous présente pas de maquette parce que ça va très certainement changer plusieurs fois. L'intérêt d'avoir un processus numérique pour ces deux entretiens, composé de 3-4 écrans. Si je prends par exemple l'entretien annuel, il va y avoir les formations, les objectifs N-1N, un groupe de commentaires. L'intérêt est de produire un PDF qui puisse être signé et contre-signé avec la signature électronique par la partie structure et par la partie salarié et conservé dans le coffre-fort numérique comme le veut la législation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours de développement et qui arrive fin d'année, ce serait le target idéal. Voilà pour les nouveautés. Alors, on peut peut-être préciser que par rapport à l'ensemble des modules, la plateforme elle évolue et à chaque fois, tout le monde bénéficie de l'ensemble des modules. Ce n'est pas un effet de tiroir à dire bah, tiens, moi je veux utiliser que ça. Ça, c'est des modalités qui sont possibles techniquement sur l'outil, sur la plateforme, mais de toute façon, tout le monde a accès à l'ensemble des modules. Oui, on parlera de tarifs après, mais ouais, effectivement, l'application mobile, comme l'ensemble des modules, sont comprises dans l'abonnement, même quand on en ajoute. Par contre, si quelque chose devait avoir un coût, je prends l'exemple de la signature électronique, c'est un prestataire qui fait la signature électronique, et là, il y a un coût additionnel. Là, vous avez un encadré qui sera clair et qui vous rappellera à chaque utilisation qu'il y a un coût, avec le coût unitaire, et vous aurez une interface de suivi de consommation où vous aurez votre consommation réelle de ce que vous avez consommé sur cette chose-là. Mais aujourd'hui, il n'y a que la signature électronique qui passe par un tiers et qui aura un coût additionnel
sur la plateforme. Donc, si vous n'utilisez pas de signature électronique, vous n'aurez pas de surcoût. Jean-David, tout à l'heure, disait qu'on était en contact avec différentes fédérations. Et c'est vrai qu'à chaque contact avec les différentes fédés, il y a des besoins qui sont nouveaux, qui émergent ou auxquels on n'avait pas pensé, ou des besoins spécifiques. Et à chaque fois, donc, ça nous permet d'enrichir cette plateforme et de l'adapter pour que tout le monde puisse bénéficier de ces évolutions. Nous, on l'utilise depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Entre la première année et aujourd'hui, c'est plus du tout la même plateforme avec toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées et notamment par les demandes qui ont été faites par la Fédé de Bade. Il y a une question d'Audrey. Est-ce que cet outil est adaptable pour les CDI intermittents ou contrats spécifiques? Il me semble qu'on les a. Je suis en train de rechercher voilà, CDI intermittent. Alors après, contrat spécifique, je ne sais pas qu'est-ce que l'entend par contrat spécifique, mais aujourd'hui, sur les différentes structures, on couvre tous les besoins. Si jamais il y avait un besoin qu'on n'avait pas parce que c'est une nouveauté législative ou autre, en général, on les intègre très rapidement. Mais service civique, apprentissage, ouais, ça on les a. Notamment, par exemple, sur les services civiques, il y a une spécificité en termes de congés, puisque le nombre de congés pour le service civique est en fonction de l'âge, s'il est mineur ou pas mineur, et de la durée de la mission. Et dans ce cadre-là, en fait, vous voyez, on le rappelle, je le rappelle, il y a un rappel quelque part. Ici, je crois. C'est dans le module de voilà. prise de congé. En fait, ici, vous voyez, je rappelle le calcul parce que sur les salariés, on a la main pour pouvoir ajouter les congés, sauf que pour les services civiques, il y a une mécanique automatique, puisque le service civique, on va mettre sa date d'entrée et sa date de sortie et le fait qu'il est service civique. Et le fait de faire ça, quand vous validez, ça va automatiquement lui calculer le nombre de jours de congés qu'il a le droit et ça va lui paramétrer son compteur de congés directement, puisqu'en général, les services civiques, on n'attend pas l'incrémentation mensuelle comme les salariés, on lui donne la totalité de ses congés en début pour que quand il arrive en fin de mission, il ait consommé ses congés. Donc voilà, ça c'est un exemple, par exemple, qu'on gère sur la plateforme. Alors, sur les services civiques, alors, moi, je ne l'ai jamais utilisé au niveau de ma structure, Jean-David, je ne sais pas, mais une collègue, en fait, pour éviter de créer un compte pour les utilisateurs services civiques, c'est le directeur qui intervient sur la plateforme au nom des services civiques. Voilà. Simplifier les démarches et éviter des ouvertures qui, on sait, ne vont pas durer dans le temps. On a eu la même idée en même temps, parce que je me suis positionné pour dire ça. Voilà. Sur la plateforme, on a un paramètre qui est très important, qui est celui-ci, qui est l'utilisateur actif ou inactif. Donc, je le rappelle bien ici, dans la partie bleue. Un utilisateur actif, ça va être un salarié comme vous, qui se connecte à la plateforme, qui fait vivre son dossier parce qu'il peut se connecter à la plateforme. Un alternant, un service civique, par exemple, le directeur va vouloir l'avoir dans ses effectifs parce que ça sert pour l'avoir dans les plannings, dans les comptes de congés, etc. Mais on ne va pas forcément lui donner accès à la plateforme, sachant qu'il est là pour quelques mois et que le directeur peut créer les quelques demandes qu'il a à sa place. Donc, on le rend inactif, c'est-à-dire qu'on le crée dans la plateforme, mais c'est le directeur qui va faire vivre son dossier. La différence, elle se produit en termes de tarifs, puisque le tarif inactif, ça va être des packs, alors que l'utilisateur actif, c'est un tarif plein. Donc, ça va influer sur la tarification. Du coup, je te lance la balle en PACA ou en Franche-Comté. Les sous, c'est en Franche-Comté. En PACA, nous, on ne parle pas d'argent, c'est bien connu. C'est parce qu'on est près de la Suisse. Il y a une question. Vous avez évoqué les groupements d'employeurs. Alors justement, je ne les avais pas évoqués parce que je pensais qu'il n'y avait pas besoin. Alors, les groupements d'employeurs, effectivement, on les gère sur la plateforme. Un salarié, donc le groupement d'employeurs, ça va être celui qui emploie et qui va après partager la personne sur plusieurs clubs ou par exemple. Donc, moi qui suis employeur, je vais avoir le dossier comme ici, là, avec tout ce que je viens de vous présenter. Et pour chaque club, par exemple, si je le mets en portage sur 3 clubs différents, je vais avoir une ligne qui apparaît
en dièse et le pourcentage. Donc là, par exemple, j'ai pris pour de la démo, je me suis auto-partagé le dossier dont je suis employeur. Donc du coup, comme ça, j'ai les deux. Le dossier partagé sur le club, lui, il est accessible uniquement en lecture seule. Donc le club, s'il est adhérent avec au moins un accès à la plateforme pour pouvoir visualiser les données, va pouvoir visualiser ses équipes s'il les a et les dossiers qu'il a via le groupement d'employeurs. Par contre, lui, il n'a que la lecture de données, puisque ce n'est pas lui l'employeur. Il voit tout, sauf les documents et les arrêts de travail, puisque ça, c'est à la discrétion de l'employeur. Mais par contre, il va pouvoir voir les demandes de congés, les plannings prévisionnels. Donc là, si je suis par exemple club, je vais sur le dossier de Thomas, je vais dans le planning prévisionnel. Moi, je suis le club de PACA, donc je sais qu'il est tel jour ici, tel jour ici, tel jour ici. Si je suis sur un dossier en heure, je vais avoir la même chose. Planning prévisionnel, je suis le club de Occitanie, je sais qu'il est là le 20 et 21 de telle heure à telle heure. Et pour la partie des heures, je vais avoir un graphique par structure. Donc ici, je vais avoir le cumul des heures comparé à ce qui est prévu sur la structure. Et si je veux savoir pour ma structure ce qu'il en est, je vais avoir le graphique de consolidation des déclaratifs pour ma structure. Donc je sais qu'il a fait plus ou moins d'heures que ce qui était prévu par rapport au départ. Après, tout le reste, ça fonctionne de la même manière. Le salarié va faire la demande de congé à destination du groupement d'employeurs qui peut valider ou refuser. Donc en général, soit il a parlé avec les clubs, soit le groupement d'employeurs va parler avec les clubs avant de valider. Mais bon, le partage d'informations se fait, donc du coup, en général, on a plusieurs groupes dans le monde employeur, dont en PACA, on a le groupement d'employeurs PACA qui, par exemple, a des salariés dans l'ECDOS, etc. L'ECDOS étant adhérent, ils ont leurs propres salariés plus les salariés issus du GE, et ainsi de suite. Donc, on dynamise un petit peu tout ça et on maximise les liens entre GE et structure pour le partage d'informations, notamment les plannings prévisionnels, c'est assez utile. Et par contre, hop, pour le paramétrer, j'ai oublié, si je veux donc paramétrer un dossier d'un de mes employés en mutualisation, ici, je vais avoir contrat mutualisé, je clique et je dis avec quelle structure il est mutualisé et son pourcentage de mutualisation. Alors, dans la continuité de la question, Monsieur Pepanier te remercie. Est-ce que vous avez des projets d'API pour faciliter la dématérialisation d'autres procédures avec d'autres outils de compta, de facture, de prestation de services, par exemple? Alors, je traduis cette question par l'automatisation des échanges pour les types de données type congé et autres avec les services de compta, c'est bien ça la question? Service de compta, de facture, de prestation de services. Ouais, je pense que la question, c'est pour l'automatisation de la transmission des données entre, on va dire, la RH et l'interopérabilité des outils. Donc, nous, de base, on fournit les Excel avec tout dedans. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez un Excel, les données, les colonnes sont fixes. Donc, les données arrivent toujours au même endroit. Donc, si vous avez déjà un logiciel qui permet l'import depuis Excel, bon, ben, vous pouvez le paramétrer en fonction de l'export qu'on fournit. Après, nous, on est capable d'aller plus loin dans l'automatisation. Aujourd'hui, à part des fédérations, personne est prêt techniquement pour que nous, par exemple, on envoie de manière automatisée et formatée un fichier tous les mois avec les congés, etc. pour la paye. Et en retour, recevoir les bulletins de salaire pour les distribuer automatiquement dans la plateforme. Techniquement, nous, on sait le faire. La plateforme, je pense, poussera toutes les structures adhérentes vers ça dans un futur plutôt 2023, voire 2024, je pense, le temps que les structures et surtout les cabinets comptables, souvent, parce que les cabinets comptables sont souvent un petit peu en retard sur le sujet. Mais techniquement, oui, on sait faire et on voudrait faire, mais après, il faudrait que tout le monde soit prêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Alors, par contre, je vais vous faire, moi, un petit retour d'expérience parce que, comme Jordan vous l'a dit, ça fait presque 2 ans qu'on utilise l'outil. Il a énormément évolué.
Alors, c'est vrai qu'une présentation comme ça, relativement rapide, peut faire peur, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens. Simon maîtrise l'outil, il surfe dessus. Au début, passer cette appréhension, c'est vraiment très intuitif, très fluide. Nous sommes dessus, nous, pratiquement tous les jours, ou en tout cas 3 ou 4 fois par semaine sans souci pour valider, pour étudier le planning, etc. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer, quoi. Maintenant que j'ai mis le doigt dans et que je satisfais un besoin qui était important, puisque ce besoin de RH, de gestion des congés, de gestion des notes de service, etc., voilà, on a trouvé le moyen de solutionner ça à travers cette plateforme. Donc, on l'utilise énormément et c'est vraiment très fluide. Là, vous avez une présentation relativement exhaustive qui inclut beaucoup de modules. Moi, je ne les utilise pas tous à titre personnel sur la structure où je suis. Donc, il faut aussi peut-être y aller par étapes, hein. Il y a des modules qui sont peut-être à présenter par la suite en fonction des besoins, une fois qu'il y a une appréhension. Mes collègues et collaborateurs qui l'utilisent au début étaient un peu pas réfractaires, mais voyaient ça comme une charge de travail supplémentaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le sujet, quoi. Certains se bloquent une demi-heure pour dire, allez, je fais tous mes ordres de mission de la semaine. En fin de mois, je fais mes notes de frais. Voilà, ils sont organisés autour de ça. Ça peut être au fur et à mesure. Ça dépend aussi de l'organisation que vous voulez. Si vous voulez valider des choses ou si vous êtes très réactif et pas besoin forcément de planifier tout. Mais il y a vraiment un gain de temps, je le ressens, je ne suis pas capable de vous dire sur quel volume, mais en tout cas, il y a une simplification des démarches qui est quand même très, très forte et très importante. Voilà. Alors, il y a M. Loiseau qui s'interroge sur la rentabilité de l'outil pour une structure de 2-3 salariés. J'entends par rentabilité le retour sur l'investissement temps pour sa prise en main, son utilisation, ce qu'il apporte. Quels sont vos arguments? Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on zappe, hors de mission, etc. Alors oui, c'est vrai que là, on colle un peu plus à la CCNS, mais c'est aussi apporter un peu plus de professionnalisation dans les structures. Nous, c'est une des missions qu'on a au titre du mouvement olympique, pour que les choses soient calées. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a de plus en plus de procès au prud'homme, mais en tout cas, on se donne les moyens d'être carré. On travaille avec le Cosmos, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, mais on est en appui avec le Cosmos, en partenariat avec le Cosmos, pour nous conforter, nous valider les champs sur lesquels il peut y avoir potentiellement des litiges, les heures sup, le volume des heures sup, le temps de déplacement, les pourcentages de majoration, etc. Donc voilà, on est vraiment cadré par le Cosmos pour fournir un outil qui est le plus efficient possible. Et quand je parle d'efficience, c'est à la fois en temps et en rentabilité du temps. Je ne pense pas qu'il y ait une prise en main qui soit si compliquée que ça. Si on a envie de l'utiliser, si on s'oblige à l'utiliser, en quelques semaines, on est familiarisé parce qu'il y a le statut de directeur qui est un peu plus complet, un peu plus lourd, un peu plus exhaustif aussi sur l'ensemble des modules. Mais par contre, au niveau des utilisateurs, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas avoir cette crainte-là parce qu'avec le temps, tout le monde s'y fait. Moi, j'ai une équipe de 10 salariés. Aujourd'hui, ils sont tous dessus. Là, ils sont en train de tester la version smartphone. Ça se passe très, très bien, quoi. Je n'ai pas de retour négatif, en tout cas, sur ces aspects-là, quoi. Peut-être, Boris, pour la question rentabilité, de présenter les tarifs. Oui, alors il y avait encore une question. Travaillez-vous avec PSL également? J'étais avec eux mardi, il y a 2 jours. Donc, PSL, c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont fédération et découpés par région. Donc, j'ai fait une première présentation avec eux là mardi. Je dois en faire une autre où ils doivent présenter toute ma région. Voilà, ça discute avec eux. Après, voilà, comme ils sont découpés, ça dépend où vous vous situez en France. Et si le PSL de votre région voudra bien travailler avec nous ou pas. Alors, une autre question aussi. Un salarié passe combien de temps dessus par semaine pour renseigner cet outil? Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas retenu. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais
Alors, ça dépend des profils de salariés. Si vous avez quelqu'un qui est exclusivement sur la compta, il n'aura pas d'ordre de mission à faire, pas forcément de notes de frais à établir. Donc, ça peut être très limité. Si vous avez un chef de projet qui est perpétuellement en déplacement, qui se restaure le midi, qui a de l'hébergement, etc., ça peut être un peu plus conséquent. Comme ça, sans avoir de données très précises, je dirais que ça va entre un quart d'heure et une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi. Sachant que de toute manière, ces tâches-là, même si vous ne passez pas par nos applicatifs, elles sont à faire. Voilà, exactement. Au début, moi, je laissais faire et je commentais ça, mais en fait, de toute façon, il y a un temps dédié pour l'administratif dans la structure. La note de frais, qu'elle soit faite sur eTeams Sport ou sur papier, de toute façon, il y a un temps dédié. Et le temps dédié sur eTeams Sport, là, c'est un gain de temps par rapport à l'aspect papier, sur les notes de frais, sur les congés, sur toutes ces choses-là, c'est clair. Ça évite les navettes d'un bureau à l'autre pour faire signer, pour ramener, donc là-dessus, je pense sincèrement que sur ouais, maximum, vraiment maximum pour un utilisateur lambda, trois quarts d'heure par semaine, c'est très, très large. Alors pareil, côté employeur, qui va vérifier les données et les valider. Alors ça, c'est le travail du directeur ou sous le statut de directeur du dirigeant qui peut avoir accès, c'est le président de la structure. Ça dépend du nombre de salariés de la structure et de l'organisation. Donc, c'est à lui de valider les demandes, de les contrôler. Donc là, c'est effectivement un peu plus de temps parce que le directeur centralise toutes les demandes, hein, le directeur ou le président ou la personne qui a mission ou délégation pour. Donc, plus il y a de salariés et plus il aura de contrôle à faire ou de validation à faire ou de questions à poser. Donc là, c'est vrai que Jean-David et moi, on y passe, je dirais peut-être une demi-heure par jour pour valider sur la semaine, quoi. J'ai essayé, moi, de me bloquer l'après-midi pour dire, allez, je traite tout ça, mais il y a des demandes qui sont plus ou moins urgentes. Donc, voilà, après, ça dépend de l'organisation, mais je pense que je pense qu'on peut y passer 4 heures maximum par semaine. Jean-Da, tu es sur une fourchette de quel type, toi? Oui, alors c'est difficile de le calculer sur la semaine, mais moi, je pense pas y passer plus d'une heure par semaine. Alors, la question de nous poser pour combien de salariés, Boris vous a dit pour 10, moi j'en ai 8. Mais sincèrement, je pense pas y passer plus d'une semaine. Moi, on parlait d'arguments tout à l'heure. Je voudrais juste, moi, préciser que pour moi et pour ma structure, c'est un outil de transparence. Non pas que j'étais pas transparent et que c'était opaque pour mes collègues auparavant, mais ça permet malgré tout à l'ensemble des utilisateurs et donc des collaborateurs d'une structure d'avoir un accès à l'ensemble des demandes, d'avoir un échange avec le représentant de l'employeur ou l'employeur directement. Et aujourd'hui, là où on aurait pu craindre de devenir esclave de l'outil, il y a un outil, il faut déposer la demande, au bout de 6 mois, 1 an d'utilisation, au final, au départ, je m'astreignais à y aller le matin pour voir s'il y avait les demandes, pour voir comment allait fonctionner. En fait, aujourd'hui, mes collègues font des demandes quand ils en ont besoin, d'ordre de mission, de demande de congé, de récup ou autre. Et quand on se croise au café ou à midi ou à un moment donné dans le couloir ou autre, ils me disent, oh, tu as vu, je t'ai fait la demande parce que là, j'ai fait ça. Et en fait, l'outil m'a permis de retrouver de la transparence et en fait du dialogue, je dirais, avec mes collègues. Non pas que j'en avais plus, mais on n'est pas du tout esclave de l'outil. C'est quelque chose qui réglemente et sécurise à la fois le salarié, mais aussi l'employeur, et qui nous permet tout simplement de réguler la vie de la structure à travers un outil qui sécurise juridiquement, mais qui ne nous rend pas complètement esclave complètement de tout ça. Ils viennent me demander tu as vu, j'ai fait la demande sur l'outil, tu me diras. Voilà, il y a vraiment un échange autour de l'utilisation de l'outil. Pour prendre un exemple concret, sur les bulletins de salaire, donc nous, on a dans ma structure, j'ai un service de la paye qui travaille pour d'autres structures, mais aussi pour nous, évidemment. Donc, elle m'envoie les 10 bulletins de salaire. Ensuite, il fallait que je les reroute individuellement à chacun de mes salariés.
que j'en garde une trace, etc. Maintenant, je reçois un zip avec l'ensemble des bulletins de salaire. Je les exporte sur l'outil en bloc. Et à partir de là, je les ventile en 10 clics, un par salarié, et j'ai fini. Les bulletins de salaire sont partis. Ils vont dans les documents de chacun des utilisateurs et un mail les informe que le bulletin de salaire est déposé. Il y a une trace, il est déposé. Je peux même demander un accusé de réception ou de signature, mais bon, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation. Et là, pour le coup, moi, ça a été un vrai gain de temps. Boris, je te coupe. On nous fait remarquer dans le chat très poliment qu'on est passionné et qu'on en parle beaucoup, mais qu'il faudrait qu'on passe au sérieux parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Oui. Donc, tu peux leur parler d'argent? Oui, on va aborder le sujet. Donc, le coût, il est de 7 € par utilisateur aujourd'hui. Quel que soit le nombre de modules utilisés, quel que soit… pardon? Par mois. Oui, par mois et par utilisateur. Oui. Voilà, donc c'est un système forfaitaire. On n'a pas voulu complexifier les choses en disant on met des tiroirs et puis si on prend telle option, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en fonction de l'évolution des modules, avec le travail qui est mené sur les fédés, sur le travail qu'on mène nous au niveau des cross-EGDOS, voilà, tout le monde en bénéficie. Donc, il y a un tarif unique qui aujourd'hui, en plus, peut être gratuit si vous adhérez à la plateforme avant le 31 août, avant le 1er septembre, plus exactement, pour la fin d'année 2022. Donc, il y a pas de… Je dirais qu'il n'y a pas de risque à tenter le coup. Donc ça, c'est pour les statuts d'utilisateurs actifs. Il y a un coût de 7 €, mais là, c'est pour un pack d'utilisateurs inactifs, donc ceux dont on parlait, services civiques, etc. Donc, ce qui permet d'avoir 20 services civiques pour le même coût. Et puis, il y a un coût de 2 € par utilisateur ayant le statut d'observateur. C'est-à-dire que c'est un statut qui permet à un président, à un élu, de voir tout ce qui s'y passe, mais de ne pas intervenir sur les actions sur la plateforme. Pour exemple, moi, j'ai ma présidente qui a un statut d'observateur, d'observatrice sur la plateforme, mais elle n'y va pas, elle n'y met pas le nez, mais elle peut voir, si elle veut aller voir tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, tout ce qui est planning, tout ce qui est congé, toutes les demandes, elle y a librement accès. Voilà. Par contre, j'ai moi la délégation pour administrer en tant que directeur général toutes les demandes qui transitent par Team Sport. Voilà. Alors, il y avait la lettre de mission. Peut-être rajouter juste, tant qu'on est dans les tarifs, il n'y a pas de durée d'engagement, pas de frais d'engagement et pas de frais de résiliation. Oui, du jour au lendemain, vous voulez arrêter, il n'y a pas de contrainte, vous partez avec tous les documents, les exports, etc. Simon, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui réponds à la question qui est posée dans le chat sur les possibles évolutions liées notamment à la GTA. Lettre de mission de ma salariée en contrat de… Alors, j'ai deux réponses à ça. Il y a des améliorations. Il y a une évolution qui va venir via la Fédé de judo sur une espèce de liste de missions, de tâches à faire sur l'année réparties en volume horaire. Mais là, pareil, on est en cours on est en train de faire des ateliers pour le définir, donc ça peut encore bouger. Après, tout dépend. Hein. Si elle fait moins de 3 tâches par jour, dans la déclaration journalière, elle va pouvoir déclarer précisément le temps passé sur 3 tâches. Ça voudrait dire que dans la question, ce que je comprends, c'est que la personne ferait plus de 3 tâches par jour. Alors, Simon, ça, c'est la remarque de Raphaël, c'est des échanges qu'on a eus sur le signe des tâches. Et c'est vrai qu'on s'est limité, enfin pour moi, se limiter à 3 plages, Ouais. ça suffit. Après, on tombe dans l'épicerie. Et là, dans ce que vous a montré Simon, vous pouvez mettre plusieurs tâches sur la plage horaire. Donc après, oui, ça ne va pas vous donner un détail horaire,
Mais moi, là, je ne peux pas tenir le discours de compter à la minute près les actions. Il faut plutôt organiser par bloc. Et là, je pense que les 3 blocs par jour, alors peut-être que oui, un quatrième, un cinquième serait mieux, mais 3 blocs par jour avec un référentiel de tâches et on peut mettre plusieurs tâches sur le bloc. Donc, je sais pas, de 9 h à midi, il y a eu 2-3 tâches. Et pareil, déjà pas mal. Après, après, on tombe rapidement dans la. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'épicerie. Et c'est quelque chose qui ne convient pas aux salariés. Donc, c'est des échanges qu'on avait eu avec Simon, Boris. Nous, on a besoin de ça en termes d'analytique au badminton. Et je pense que 3 tâches par jour avec un référentiel est déjà largement suffisant. Oui, et par rapport à la remarque de Patrick, c'est comme Boris, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir 3 administrateurs. Un compte pour le président, donc toi, Patrick, un compte président, qui est le compte directeur, un compte par salarié, donc 7 €, et après, éventuellement, des observateurs pour les autres membres de ton comité directeur. Oui, la facturation se fait au réel tous les mois. Si vous avez 3 salariés, vous payez 3 salariés. Le mois d'après, vous en avez 4, vous en avez 4, chaque mois au réel. Et un salarié qui est admin ne paye qu'une fois. Enfin, un salarié peut être directeur, mais il payera pour un accès. On ne fait pas payer le salarié et le directeur qui est la même personne. Payer le seul accès. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Parce qu'attention, Boris et moi, on peut en parler jusqu'au bout de la nuit. Hein. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Et le panier, je n'avais pas compris que c'était le Pierre-Emmanuel. Bah oui. Je suis content de te voir. Oui, effectivement, la GTA, c'est un vrai sujet qui complexifie énormément les choses en déclaratif, en gestion, etc. Et vu les profils de structures qu'on a aujourd'hui, pratiquement aucune structure serait en capacité de faire de la GTA performante. Ce serait trop complexe. Fini les questions. Merci à vous. Merci. On peut peut-être donner l'adresse de contact, Simon. Tu l'as mise dans le chat. Non. Déjà, vous pouvez passer par Vincent ou Julien. Hein, et après, au niveau de la plateforme, on a un mail. Je peux vous mettre le mail dans le. Donc, sachant, nous, là, côté fédération, on a fait le choix de faire la promotion de cet outil qui nous semble le plus adapté, en plus développé avec le mouvement olympique et le mouvement sportif. Pour information, quand on l'a présenté en conseil d'équipe, on l'a comparé avec d'autres outils, donc Dolibar, Lucas. L'outil Lucas, par exemple, qu'utilisait la Ligue de France, c'est 1 728 € par an, peu importe le nombre d'utilisateurs. Donc, pour un prêt à l'échelle club, là, un club qui a un salarié, un entraîneur et qui a besoin d'un compte président-payeur, on est à 14 € par mois. Donc, pour moi, les tarifs sont vraiment dérisoires par rapport à la masse salariale et on va dire au gain de temps que ça peut apporter. On a vraiment comparé quand même avec d'autres offres et tout est vraiment largement au-dessus, sachant que les autres outils ne proposent pas la planification comme vous l'avez vu. La modulation du temps de travail qui est vraiment, nous, à 95% de nos emplois. En tout cas, moi, j'en remercie vraiment Simon, Jean-David et Boris. Ça fait 1 an et demi là qu'on est en contact et au moins là qu'on puisse enfin diffuser, c'est bien. Merci à vous de nous avoir accueillis pour ce temps, en tout cas, c'est gentil. Et on reste à disposition, hein, bien sûr, de toute façon, que ce soit individuellement sur les territoires ou avec Vincent et Julien la Fédé. Donc, n'hésitez pas, nous, c'est vraiment dans l'intérêt, comme l'a dit Janda, hein, ça a été fait par le mouvement sportif pour le mouvement sportif. Ce sera le mot de la fin, Boris, c'est tellement beau.
Et vous aurez le replay par la suite. Merci tout le monde. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.